De la même façon qu'il y a une ceinture africaine de la méningite à méningocoque, il y a une ceinture qui cette fois s'étend sur plusieurs continents. Dans ces pays, au niveau des marées, marée en latin étant palus, d'où le nom paludisme, on retrouve une espèce de moustique nommée Anophèle, qui transporte un parasite nommé Plasmodium. L'anophèle femelle va se poser sur un humain qui a voyagé vers cette zone et va le piquer, lui transmettant ainsi le plasmodium. Ce plasmodium va se rendre au niveau du foie, plus précisément au niveau des hépatocytes, dans lesquels il va se multiplier pendant 7 jours jusqu'à les faire éclater. Et donc les plasmodiums se retrouvent dans le sang. Ils sont donc attaqués par les cellules immunitaires, ce qui déclenche une inflammation et de la fièvre. Mais pendant une journée seulement, car après ça, les plasmodiums envahissent les globules rouges et se multiplient à l'intérieur en consommant le glucose de ce voyageur. Et ce pendant une journée aussi, car les plasmodiums éclatent ces globules rouges aussi. C'est l'hémolyse. Et se retrouvent à nouveau dans le sang, déclenchant encore une fois l'inflammation et la fièvre. Et le cycle se répète. Donc au total, après les 7 jours d'incubation dans le foie, les plasmodiums se retrouvent dans le sang. Donc il y a de la fièvre le premier jour. Puis ils se multiplient dans les globules rouges, donc la fièvre disparaît le deuxième jour. Puis les globules rouges éclatent et les plasmodiums sont à nouveau dans le sang, donc fièvre le troisième jour, et ainsi de suite. Puisque la fièvre réapparaît le troisième jour, on parle de fièvre tierce. C'est le cas des espèces de plasmodium dont le nom est court, comme Plasmodium vivax et Plasmodium ovale. Pour le Plasmodium malariae, dont le nom est plus long, la fièvre réapparaît le quatrième jour. Donc c'est une fièvre quarte. Et puis il y a le plasmodium faucheur qui est destructif. Faucheur, c'est falciparum. Plasmodium falciparum. Destructif en latin, c'est perniciosus. Donc le plasmodium falciparum est responsable de l'accès pernicieux. Et il est pernicieux ou destructif pour plusieurs raisons. Déjà, l'inflammation est continue. Donc la fièvre n'est ni tierce ni quarte. C'est une fièvre continue. Et sa température est très élevée, ce qui endommage le cerveau, donnant ainsi des troubles de conscience ou des convulsions. Cette inflammation est aussi bien plus importante, ce qui entraîne une augmentation de la perméabilité des vaisseaux et donc un œdème pulmonaire et ainsi une détresse respiratoire. Et ce plasma qui a quitté va laisser les vaisseaux en collapsus, vidés, avec donc une tension artérielle très basse. Et le rein aussi n'aura plus de sang à filtrer, donc insuffisance rénale avec oligurie. Et en se multipliant dans les globules rouges, ils vont consommer énormément de glucose, ce qui donne une hypoglycémie sévère. Et le nombre de globules rouges qu'ils éclatent est massif aussi, donc une hémolyse sévère. Il y a donc une anémie et ça se voit via la pâleur. Les globules rouges qui n'ont pas été hémolysés par les plasmodiums sont hémolysés par la rate, car la rate hémolyse tout globule rouge anormal. Et donc il y aura splénomégalie. Et toute cette hémolyse libère beaucoup d'hémoglobine qui sera convertie en bilirubine, donnant ainsi l'ictère. C'est ainsi qu'on retrouve la triade lors de l'hémolyse, pâleur, ictère, splénomégalie. Donc si un patient présente une fièvre, il faut demander s'il a voyagé récemment vers un des pays de la ceinture du paludisme, car il a peut-être été piqué par l'anophèle. Ce qui est probable s'il a une fièvre tierce ou quarte, car comme on a vu, la fièvre tierce oriente vers le plasmodium vivax ou ovale, et la fièvre quarte oriente vers le plasmodium malariae. Et comme on a vu, le patient présentant un paludisme peut aussi avoir une fièvre continue mais avec des signes cliniques et biologiques sévères, comme dans le cas de l'accès pernicieux du plasmodium falciparum. Quoi qu'il en soit, on prend une goutte de sang qu'on observe au microscope sans l'étaler pour maximiser les chances de voir le plasmodium. On appelle cette technique la goutte épaisse puisqu'on n'étale pas la goutte comme on fait d'habitude pour le frottis. Et si on voit le plasmodium, ça confirme le paludisme et dans ce cas, on peut donner des médicaments antipaludiques.
Mieux encore, on peut faire la prévention du paludisme en cas de voyage vers ces pays. Malheureusement, il n'y a pas encore de vaccin, mais on peut prendre ces médicaments à l'avance. Et en évitant les piqûres de moustiques, notamment par des moustiquaires, insecticides et répulsifs, par la clim, car les anopheles n'aiment pas les endroits frais, et par les vêtements longs la nuit pour couvrir la peau. Et au cas où il y a une exposition au sang d'un patient portant le paludisme, le docteur doit se protéger et se méfier en utilisant du chlore sur l'endroit de l'exposition. Et cette phrase elle-même va nous indiquer les différents médicaments utilisés contre le paludisme. Docteur pour doxycycline, pro de protéger pour proguanil et OT de protéger pour atovacone. Mef-Yé pour mefloquine et chlore pour chloroquine. Ce sont les médicaments utilisés pour la prévention du paludisme. Et pour finir, il faut savoir qu'avant on croyait que c'était le mauvais air qui transportait cette maladie, d'où l'ancien nom malaria. Et ce n'est que plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était les moustiques qui venaient des marais, d'où le nouveau nom paludisme. Donc paludisme ou malaria, ça désigne la même maladie. Cette vidéo a été réalisée via la valeureuse contribution du prof d'hématologie Mohamed Brahimi. Je laisse le lien de sa chaîne dans la description. Et si tu trouves que ça en vaut le coup, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et je te vois sur le prochain épisode de Dr Asus. Inch'Allah.